Bientôt. Je vais chaque année à Racine de Ciel. Bien sûr, la Racine de Ciel. Les plus grands auteurs. Au Palais Fèche. Écoutez, les histoires d'œuvres. L'histoire Cita Dayanch. Cita Dayanch. Racine de Ciel. Cita Dayanch. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous en direct pour cette nouvelle édition d'Histoire d'œuvres. Nous recevons ce soir Tahar Benjelloun pour son dernier roman, Le miel et l'amertume, paru en janvier dernier chez Gallimard. Tahar Benjelloun, bonsoir. Bonsoir Sandra. Merci d'avoir accepté cette invitation. Alors, Merci. même si l'on ne vous présente plus, permettez-moi de sacrifier aux usages avec quelques éléments biographiques. Vous êtes écrivain, poète, peintre, membre de l'Académie Goncourt depuis 2008, né à Fès, au Maroc, officiellement en 1944. En réalité, 3 ans plus tard, en 1947, votre père vous ayant intentionnellement vieilli de quelques années pour que vous puissiez intégrer une école réputée en même temps que votre frère. C'est un excellent point de départ pour un roman d'ailleurs. Vous avez grandi à Tanger, ville-théâtre de plusieurs de vos œuvres, où vous étudiez au lycée français avant de poursuivre des études de philosophie à l'université Mohammed V de Rabat, puis de décrocher un doctorat en psychopathologie sociale en France quelques années plus tard. Votre roman, L'enfant de sable, paru en 1985, vous rend mondialement célèbre. Sa suite, La nuit sacrée, obtient le prix Goncourt en 1987. On vous doit depuis une œuvre considérable, saluée par de nombreux prix internationaux. Vous êtes d'ailleurs l'un des écrivains francophones les plus traduits dans le monde. Romans, contes, nouvelles, poèmes, écrits sur l'art, mais aussi livres pédagogiques sur le racisme, la religion ou le terrorisme, se succèdent au fil d'une bibliographie impressionnante. Vous collaborez régulièrement à plusieurs titres de presse, tout en consacrant désormais une grande partie de votre temps à la peinture. Nous allons parler aujourd'hui, si vous le voulez bien, de votre dernier livre, dont je rappelle le titre, Le miel et l'amertume, paru chez Gallimard. Alors, le livre se déroule à Tanger dans les années 2000. Il raconte l'histoire de Samia, jeune fille éprise de poésie et de littérature, victime d'un prédateur sexuel qui la viole en toute impunité alors qu'elle a 16 ans. Dans l'incapacité de se confier à qui que ce soit, elle met fin à ses jours. Ses parents ne découvriront la raison de son geste que bien plus tard, à la lecture de son journal intime. Chronique d'une tragédie annoncée, ce livre est illuminé par le personnage de Samia, dont les poèmes émaillent le texte, et par la figure attachante de Viad, un jeune émigré africain qui prendra soin de ses parents après le drame. Alors au-delà de son propos romanesque, ce roman est aussi une fresque de la société marocaine contemporaine. Il aborde ainsi en filigrane des thématiques qui vous sont chères, comme le racisme, la condition des femmes, la corruption ou encore le poids des traditions, du silence et de la honte. Première question, à quelle occasion avez-vous eu l'idée de ce livre ? Ça fait longtemps que cette histoire me trotte dans la tête parce que c'est un fait divers qui a eu lieu dans les années 70 et j'étais plus ou moins mêlé à cette histoire parce que il se trouve que j'avais une nièce qui avait 15-16 ans qui avait mis fin à ses jours. On n'avait pas su tout de suite pourquoi, mais c'est beaucoup plus tard qu'on va apprendre ce qui s'est passé. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que le pédocriminel, quand il a une première victime immédiate, c'est la jeune fille, mais ensuite il a d'autres victimes, c'est toute la famille. C'est-à-dire que la destruction, c'est comme les bombes à déflagration qui sèment la mort autour d'elle. Et ce qui se passe avec la pédosexualité criminelle, c'est que on abuse d'un jeune enfant ou d'un jeune enfant, et ensuite c'est toute la famille qui est éclaboussée par cette tragédie, et toute la famille qui va être détruite parce que les parents
On est en Maroc, on est dans les années 70, personne ne parle de cette monstruosité, il y a la honte, il y a le secret, et puis il y a le fait que parler de ça, on n'a pas l'habitude d'évoquer ce genre de sujet en famille. On l'a bien vu en France, mais que ces dernières années, que des victimes ont pris la parole, alors qu'au Maroc, en général, il y a une telle pudeur qu'il y a beaucoup de sujets tabous, on les expose pas à table, et donc les parents vont vivre une très grande culpabilité. Ils vont se rendre d'ailleurs la culpabilité les uns aux autres d'une manière silencieuse, mais dans une haine féroce qui va faire que ce couple va vieillir dans la détresse et dans la haine permanente. Et heureusement qu'il y a effectivement ce jeune Africain qui va débarquer pour apporter un peu de lumière dans cette histoire sombre. Alors, le livre débute justement dans la maison des parents de Samia, à Tanger. Nous sommes en 2000 à peu près, et leur monologue intérieur révèle de... Il était placé à la fin des années 90, début 2000, pour être un peu plus proche des lecteurs. Oui, oui. Et donc, le livre débute par leurs monologues intérieurs. On se rend compte, c'est un procédé d'ailleurs que vous avez déjà utilisé dans un précédent roman qui s'intitule Le bonheur conjugal, dans lequel vous décrivez le lent délitement des liens entre un époux et sa femme. Là, les monologues intérieurs du couple nous révèlent non seulement leur mal-être, leur incommunicabilité persistante, mais aussi leur douleur et le fait que cette incommunicabilité s'est peu à peu intensifiée au cours des années, d'ailleurs bien avant le drame, puisqu'il y a un point focal dans le roman qui est la réponse du père à la demande de sa femme qui souhaiterait qu'il cède à la corruption ambiante. Oui, alors c'est en même temps un portrait du Maroc dans cette époque-là. Le Maroc qui malheureusement a fait de la corruption quelque chose de quasi naturel, même s'il y a une instance très sérieuse de lutte contre la corruption et que de temps en temps on attrape quelques juges ou quelques personnes d'établissement qui se font corrompre, mais la corruption est quelque chose malheureusement qui est là dans tous les domaines. Et ça, c'est un fléau qui fait beaucoup de mal au pays et au peuple marocain aussi. Donc, c'est un portrait de ce Maroc-là. En même temps, comme le livre se passe début des années 2000, le roi Mohammed VI vient d'arriver au pouvoir et il va bien sûr apporter quelque chose de nouveau, une ère nouvelle avec lui. Il va bien sûr lutter contre la corruption, mais ça va pas être facile. Mais en même temps, il va moderniser le pays. Mais sur un autre plan, autant lui, il a envie de modernité qui avance, autant du fait des élections démocratiques, transparentes, sans trucage, ce sont les islamistes qui vont arriver au pouvoir, qui vont diriger le pays. Et là, c'est un autre fléau qui fait du mal au peuple marocain. Les islamistes sont populaires, les gens les aiment, parce qu'ils parlent un langage que la population comprend, alors que les autres partis traditionnels, partis de droite, de gauche, socialistes, de droite libérale, ont perdu pratiquement le contact avec le peuple et parce qu'ils lui parlent un langage qu'il ne comprend pas. Et cet islamisme s'exprime dans la société par la condition de la femme. Alors que le roi a voulu davantage donner de droits à la femme et à libérer, vous avez de l'autre côté la pression islamiste fait que de plus en plus de femmes se voilent. C'est un phénomène assez remarquable dans le sens où, je dirais, 7 femmes sur 10 se voilent, c'est-à-dire mettre un tissu sur la tête et empêchent qu'on voit leurs cheveux. Et ça, c'est un phénomène très répandu
et qui a pris d'une façon extraordinaire très vite, alors que du temps de mes parents, ma mère, ma grand-mère sortait avec une djellaba ouverte, ils mettaient un petit foulard très joli d'ailleurs sur la tête, mais c'était pas dans un sens moral ou religieux, c'était juste une coquetterie. Aujourd'hui, le voile est devenu une identité et une prise de position politique. Être voilé, ça veut dire être musulman et être d'accord avec une certaine morale, une certaine façon de vivre. Oui, d'ailleurs, dans le roman, il y a une scène assez amusante. Le père de Samia, Mourad, est à une terrasse de café et il s'amuse à compter le nombre de femmes voilées et il remarque qu'il y en a une proportion croissante par rapport au Tanger de sa jeunesse. Il faut rappeler que Tanger est une ville très cosmopolite, qui a eu une vivacité culturelle extrêmement importante. Et cet homme, qui est lui-même cultivé, mélomane, qui aime les livres, remarque ce phénomène. Vous dénoncez aussi clairement, dans le livre, à ce propos, l'influence de certains pays étrangers qui importent, en quelque sorte, cette espèce de rigorisme et qui font de ces femmes le porte-drapeau d'une revendication. Toutes les télévisions satellitaires du Golfe, des pays du Golfe, qui sont des instruments de propagande religieuse, et puis il y a par ailleurs tous ces feuilletons turcs, égyptiens, libanais, qui occupent la scène et qui modèlent un petit peu le comportement des gens. Et ça, c'est quelque chose en fait, tout vient par les satellites. Et on a une dégradation dans je dirais dans le goût ou dans la conception de la beauté, la conception de l'esthétique. Et ça, c'est quand même quelque chose de dramatique, parce que la religion est une chose qui relie les personnes entre elles, mais elle doit être intime, elle doit être privée, elle doit être dans la sphère privée. Mais malheureusement, là, l'appel de laïcité à la française est impossible dans un pays comme le Maroc, parce que l'islam fait partie de l'identité fondamentale de tout citoyen. Et si aujourd'hui quelqu'un veut se retirer de la religion musulmane, il est mal vu, il est même parfois poursuivi comme s'il fait quelque chose d'illégal. Et ça, c'est quelque chose qui est très difficile à accepter. Et lorsque, en 2011, il y a eu les printemps arabes, le roi Mohammed VI a été très intelligent. Il a anticipé la volonté populaire. Il a tout de suite proposé au peuple une nouvelle constitution. Enfin, il a nommé une constituante pour écrire une nouvelle constitution en tenant compte, bien sûr, des évolutions et de la modernité à laquelle aspirait le Maroc. Et dans cette constituante, il y avait bien sûr un parti islamiste, et il y a eu une lutte très dure et très longue entre les personnes qui composaient ce comité, et ceux que j'appellerais les gens de liberté n'ont pas réussi à inscrire dans la Constitution la liberté de conscience. Et la liberté de conscience, c'est la base de toute démocratie et de tout état de droit. C'est le seul pays au monde musulman qui a réussi à avoir dans sa constitution la liberté de conscience, c'est la Tunisie. Or, le Maroc, malheureusement, il a raté cette possibilité à cause des islamistes qui étaient beaucoup plus virulents, beaucoup plus militants et qui ont empêché cette loi de passer. Et d'ailleurs, je donne un autre exemple de la fermeté d'esprit de l'islamisme au Maroc, qui est depuis 3 ans, c'est un projet de loi pour permettre aux femmes violées ou aux femmes qui ont des problèmes d'avorter, et cette loi pour l'avortement est empêchée par le parti des islamistes qui est majoritaire au Parlement,
Il ne veut pas voter cette loi. Donc, on a vraiment affaire à des gens qui empêchent la liberté d'exister dans le pays et qui empêchent par exemple, le cas de l'avortement est dramatique parce qu'il y a tellement d'avortements dans des conditions illégales et extrémistes, qui parfois se terminent par des drames et des tragédies. Et malgré tout ça, ils ne veulent pas qu'il y ait une loi pour que les femmes puissent avorter dans des conditions sanitaires et d'hygiène. Ça c'est acceptable. Et c'est pour vous montrer que quand je dis que je me bats contre l'islamisme, c'est pas contre la religion, je me bats contre un esprit complètement borné, hypocrite d'ailleurs, et vous vous rendez compte que par exemple dans ce gouvernement actuel du PJD, il y a 2 ministres qui sont officiellement polygames. Et ça c'est aujourd'hui de la modernité à laquelle nous aspirons, c'est quelque chose qui me choque énormément. Et le thème que vous venez de développer rejoint aussi une notion que vous évoquez dans ce livre, comme dans d'autres de vos œuvres, à savoir le fait que dans les sociétés arabes, orientales en général, l'individu est écrasé par le groupe, complètement, est assigné à un groupe, à une communauté, et c'est probablement, selon vous, une des raisons pour lesquelles on se retrouve face à ce type de blocage ou de pesanteur. Est-ce que vous pouvez développer ce point justement? Le problème d'ailleurs de tout le monde arabo-musulman, il est là. C'est-à-dire que l'individu n'est pas reconnu. C'est-à-dire que on reconnaît bien sûr le clan, ou la tribu, ou la famille, mais l'individu en tant qu'être unique et singulier n'est pas du tout reconnu. Et cela, évidemment, empêche l'exercice d'une réelle démocratie. Parce que, pour moi, quand on dit qu'il y a la démocratie, parce que les gens vont voter, je dis c'est pas suffisant. La démocratie, c'est pas qu'une technique, c'est un ensemble de valeurs qu'il faut respecter, qu'il faut pratiquer. Or, le vote n'est pas suffisant. Et tant que la personne humaine n'est pas reconnue dans son intégrité et dans sa singularité, on ne peut pas avancer. Et ça, tout le monde arabe est opposé à ce que l'individu soit reconnu. Il y a des pays où, par exemple, le fait de ne pas croire en Dieu, on dit qu'on devient apostate, c'est-à-dire qu'on sort de la religion musulmane, des gens peuvent être condamnés à mort, comme en Arabie Saoudite, peut-être en Iran, je ne sais pas, je ne connais pas la législation iranienne, mais en Égypte, j'ai connu des cas d'apostasie qui se sont très mal terminés. Donc, à partir du moment où un être humain, un citoyen, ne peut pas vivre ses convictions personnelles, d'un côté ou de l'autre, il peut être très croyant ou pas croyant du tout, mais le fait d'avoir cette liberté de vivre avec ses propres valeurs, eh bien, on n'est pas en démocratie. Et c'est pour ça qu'à chaque fois quand on parle de la démocratie au Maroc, il dit, basta, attendez, c'est pas ça la démocratie. Voilà ce que c'est que la démocratie. Ce sont des valeurs, et la première des valeurs, c'est la personne humaine. La personne qu'on reconnaît avec ses droits et ses devoirs. Et tant qu'on n'a pas ça, on ne peut pas avancer. Alors justement, votre personnage principal, Samia, va être la victime de cette pesanteur, de cette conjonction de facteurs. Alors, vous décrivez une jeune fille solitaire qui se réfugie dans la littérature, dont elle a fait une sorte de bulle qui la protège et qui lui permet de s'évader spirituellement. Et je voulais d'ailleurs vous poser une question parce qu'il y a une similitude avec la façon de fonctionner de Samia. Il y a quelque chose qui rappelle un peu l'univers carcéral. On dirait qu'elle s'est créée une espèce une sorte de prison, certes volontaire, qui l'amène aussi à créer, puisqu'elle écrit. Alors j'indique à nos auditeurs que le titre du livre est emprunté à un des poèmes de Samia qu'on trouve dans le roman. Et cela m'a fait penser à une expérience que vous avez vous-même vécue, jeune, quand vous vous êtes retrouvé emprisonné pour raisons politiques dans les années, à la fin des années 60. C'est le moment où vous avez commencé à écrire et où le livre prenait une importance capitale. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de Samia en vous, quelque part, à ce niveau-là? Je dirais comme Flaubert, Samia, c'est moi, sauf que
vraiment mis dans la peau d'une jeune fille de 15 ans, 16 ans, dans cette époque où elle trouve pas avec qui communiquer. Elle communique beaucoup plus avec ses lectures. Et quand elle lit Paul Éluard ou Aragon, elle est heureuse. Quand elle lit Mahmoud Darwish en arabe, on traduit en français, elle est heureuse. Et elle dit finalement que mon univers, il est là, il est dans les livres, il est dans la poésie. Et c'est ce qui va d'ailleurs être le chemin de sa perte. Parce que c'est parce qu'elle écrit la poésie que le pédophile, le pédocriminel, va l'attirer chez lui et publier bien sûr ses poèmes, mais en même temps abuser d'elle et la massacrer. Et ça, c'est en fait, elle s'est enfermée dans un monde. Elle communique avec personne. Elle ne peut pas communiquer avec ses parents parce que ses parents sont très loin d'elle. Elle ne communique pas avec ses frères non plus parce qu'on oublie par exemple son anniversaire à elle, mais on va fêter l'anniversaire du frère, etc. Donc c'est une fille qui est déjà dans une prison intérieure. Elle n'est pas revendicatrice, c'est pas le genre à faire du bruit. Elle s'enferme dans sa petite chambre et elle passe son temps finalement à rêver et à penser à être peut-être un jour publiée dans un grand livre. Et elle sera publiée malheureusement, elle va le payer de sa vie. Oui, elle est d'ailleurs férue de littérature française, il y a de très belles pages. Elle parle par exemple d'un livre de Simone de Beauvoir, le deuxième sexe, comme d'un doudou, dans lequel elle trouve une sorte de consolation. Oui, mais c'est justement, il y a des textes comme ça qui ont une importance énorme quand on est dans des pays où justement la condition de la femme est encore très très sous l'emprise de tradition, sous l'emprise d'un patriarcat grossier et insupportable. Et effectivement, quand elle lit Simone de Beauvoir, c'est normal qu'elle se reconnaît dans cette révolte. Et puis elle a pour elle cette intuition qui fait qu'elle est dans une grande solitude et que cette solitude, elle est aussi due à la condition de la femme au Maroc. Et ça, c'est malheureusement, ça arrive vers le début des années 2000, où justement l'islamisme va prospérer et va se développer un peu partout. Or, elle parle pas de religion, elle considère que la religion est une affaire strictement personnelle et privée, et elle est déjà laïque en elle-même dans sa position. Et quand elle décide de se supprimer, c'est pas parce que uniquement qu'elle a été violée, mais parce que le viol lui-même est un assassinat. C'est un assassinat qui va suivre, qui va être la réponse à cette violence. C'est-à-dire que finalement, elle est tuée deux fois. Elle est tuée une fois qu'elle est violée, et elle va se tuer elle-même parce que ce qu'elle est devenue est insupportable pour elle. Elle a beau se laver, elle a beau se frotter la peau, elle sent toujours cette pourriture, cette charogne que lui a communiqué le violeur. Et ça, c'est, je crois, avoir senti, avoir compris ce que des jeunes femmes, des jeunes filles qui sont violées peuvent vivre, ce sont des choses que j'ai vraiment eu tellement d'empathie que j'ai imaginé, j'ai bien vu ce que c'est que les séquelles d'un viol. C'est pas uniquement un traumatisme, c'est beaucoup plus que ça. C'est un traumatisme qui donne la volonté de se supprimer soi-même. Parce qu'elle se dit, je suis tellement pourri maintenant, je sens mauvais, parce qu'il m'a communiqué sa puanteur, il m'a communiqué sa sauvagerie, il m'a communiqué tout ce qu'il y a de pire dans l'humanité, il me l'a communiqué et je dois me débarrasser de ça. Et le seul moyen de me débarrasser de cette pourriture, c'est de m'immoler, de partir. Et ça, je pense que les pages que j'ai écrites sur le viol sont pour moi fondamentales. Et je pense en toute modestie avoir compris ce que vivent les personnes abusées, les personnes violées. Oui, d'ailleurs, les pages que vous consacrez à cet épisode sont bouleversantes, puisque, rappelons-le, le fil conducteur, c'est le journal intime de Samia,
Et dans ces pages, elle invite le lecteur à se mettre à sa place et à ressentir ce qu'elle ressent de façon absolument glaçante, et ce d'autant plus qu'elle ne peut en parler à personne, qu'il y a le poids de ce silence, le poids de la honte. Elle sait que son père, parce qu'elle est extrêmement lucide, elle sait que son père est trop lâche pour réagir, et que sa mère lui en voudra peut-être même de ce qui est arrivé. Non, elle ne peut pas parler. Elle sait très bien que de toute façon, il n'y a pas d'écoute. Et il n'y aura pas de participation dans l'empathie et dans ce qu'elle voudrait, qu'elle aurait aimé dénoncer et dire. Donc ça reste purement littéraire. Et c'est là où la littérature, à mon avis, a un rôle fondamental à jouer, parce que tout écrivain est témoin de son époque. Et moi, depuis que j'écris, j'ai en permanence cette idée que j'ai beau inventer des histoires, ce sont toutes des histoires qui font partie de notre époque, de notre temps, de notre société. Et même si j'invente, parce que toute l'histoire est pratiquement inventée, sauf le fait divers lui-même, je l'ai adapté à la fiction que j'ai écrite, mais ça reste que c'est un témoignage sur ce qu'est une société à un certain moment de la vie. J'ai relu il y a quelques années Madame Bovary, pas tellement pour l'histoire, mais pour savoir comment à l'époque un écrivain comme Flaubert a pu décrire certaines scènes, décrire certains moments, comment il a pu entrer dans l'âme d'Emma, comment il a pu entrer dans son intérieur, son intériorité et l'exprimer. Et c'est un peu le rôle de l'écrivain. On m'a posé l'autre jour dans une émission la question: comment vous faites pour être dans la peau d'une jeune fille de 16 ans? Moi, j'ai toujours travaillé dans ce sens comme un comédien. Quand j'ai écrit L'Enfant de sable et La Nuit sacrée, je me suis mis dans la peau d'une toute jeune fille dont l'identité va être détournée par le père, elle va en faire un garçon, etc. Et je me suis mis dans cette... J'ai imaginé être cette jeune fille elle-même. Et là, c'est la même chose. J'ai fermé les yeux et je me suis dit, je suis une jeune fille de 15 ans. J'aime la poésie, j'aime la vie, j'ai des parents qui sont ce qu'ils sont, et puis voilà ce qui m'arrive. Vraiment, j'ai fait un travail d'introspection sur moi-même pour comprendre ce que vit cette jeune fille. D'ailleurs, elle ne s'est pas trompée, parce que ses parents qui apprendront sa mort par la découverte qui apprendront la raison de sa mort après la découverte de son journal intime, réagissent exactement comme elle l'avait prévu. Son père, après avoir échafaudé des plans pour assassiner le Khenzir, c'est-à-dire le porc, le violeur, oui, voilà, finalement ne fera rien. Et sa mère, bigote et un petit peu rétrograde, même si elle n'accepte pas le sort, finalement, se laissera détruire et phagocyter par cette douleur. Et justement, les deux personnages proposent deux visions d'un même événement, deux réactions différentes qui sont aussi symptomatiques d'une partie de cette société contemporaine. Parce qu'à l'époque, on ne parlait pas de ça. Et d'ailleurs, on se rend compte dans la réalité, dans la vie réelle, le pédophile, enfin le pédocriminel, parce que le pédophile ça veut rien dire, c'est le pédocriminel, et il a vécu tranquillement, il est mort il y a quelques années, on lui a fait un enterrement formidable, il est parti tranquille. Je dis souvent finalement, on a la stupidité de croire que le bien va naturellement triompher du mal. Moi, je pense que le mal est beaucoup plus pernicieux et beaucoup plus violent, et beaucoup plus triomphateur que le bien. On voit très bien, par exemple, tout autour de nous, quand on voit comment on détourne la réalité, comment on peut tromper les gens, comment les imposteurs réussissent, comment finalement
les gens les plus mal intentionnés réussissent beaucoup plus que les gens de bonne volonté. C'est quand même, je suis pas pessimiste, mais je suis même très optimiste en quelque sorte, mais je ne veux pas croire à la fable que l'homme est bon et que finalement, non, l'homme, il est tout. Il peut être méchant et un jour il va être bon, mais la méchanceté est beaucoup plus intéressante d'un point de vue littéraire à écrire, parce que la méchanceté, le mal, est quelque chose qui stimule et qui excite les gens, parce que faire du bien, c'est effectivement ça existe, mais ceux qui y ont l'admiration, on le voit au cinéma, l'admiration de la population, c'est les gens, les malins, donc qui arrivent quand même à faire des choses horribles, mais qui en même temps, regardez par exemple à une échelle mondiale l'histoire de Trump. Trump, l'homme raciste, sexiste, horrible, menteur, certainement voleur, qui ne paye pas ses impôts, enfin bref, il a tous les défauts du monde. Il a 70 millions d'Américains avec lui. C'est énorme, c'est énorme. Et on l'a vu aussi en Europe, Berlusconi, qui était comme un mafieux, qui devait être en prison, il n'a jamais été en prison, et il est resté 25 ans Premier ministre en Italie. Donc, ce sont parfois des icônes comme ça qui démontrent que le bien est toujours finalement piétiné et c'est le mal qui l'emporte. Je dirais que le mal est beaucoup plus photogénique, beaucoup plus télégénique, beaucoup plus, beaucoup plus excitant, et que les gens sont assez fascinés par les méchants. Alors, au milieu de tous ces événements tristes, de cette atmosphère délétère qui couvre la majeure partie du roman, apparaît un personnage très positif, un personnage lumineux, qui est le personnage de Viad, ce migrant mauritanien qui a quitté son pays parce qu'il y était victime de racisme. Il est rencontré par la mère de Samia dans un cimetière et elle décide de le ramener avec elle à la maison. Il va s'occuper des parents de Samia jusqu'à leur mort. Ce personnage vous permet aussi d'évoquer un sujet qui vous tient à cœur, le racisme, un sujet que vous avez déjà traité souvent. Et c'est un point plus original que vous traitez ici, puisqu'il s'agit du racisme interafricain. Alors pourquoi le choix de ce personnage? Pourquoi la Mauritanie? D'abord parce que j'avais besoin dans cette histoire d'un personnage positif, c'est-à-dire un personnage qui va apporter un peu de lumière et un peu de bonté dans cette histoire sombre. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'était pour moi l'occasion de dire comment les Marocains, qui se considèrent blancs, se comportent face à des Africains noirs. Et il y en a beaucoup qui viennent au Maroc pour essayer de traverser et venir en Europe et qui restent à Tanger ou dans le nord du Maroc. Et ils ne sont pas bien traités par certains Marocains. Il y en a qui arrivent à vivre et qui arrivent à faire leur vie, et d'autres ont du mal à... Et puis, pourquoi le Mauritanien? Parce que il y a 2 ans, je suis allé en Mauritanie pour faire des conférences, et j'ai découvert dans ce pays très sous-développé malgré sa richesse, un racisme ce qu'on appelle les morts et malheureux, qui se considèrent supérieurs aux Mauritaniens noirs d'origine sénégalaise ou malienne. Et vous avez la société mauritanienne est très hiérarchisée. Vous avez tous les morts qui gouvernent le pays, ils tiennent les banques, ils tiennent la richesse, ils tiennent le pouvoir politique, etc. Et puis les noirs, c'est ceux qui exploitent, ceux qui font les travaux pénibles, ceux qui sont mal vus, et etc., etc. Donc j'ai été très choqué par ce racisme qui est extrêmement répandu en Mauritanie. Il y a eu d'ailleurs une petite guerre en 1985, je crois, entre le Sénégal et la Mauritanie à cause de ce racisme anti-noir. Et
lorsque Viad vient au Maroc, il espère aller en Europe, mais il va trouver cette famille sinistrée, un désastre. Il va essayer de réparer tout ça, et finalement, c'est lui qui va donner le mot de la fin. Il va rester au Maroc parce qu'il a trouvé sa place dans ce pays. Alors effectivement, le livre s'achève sur une note positive et je dirais presque optimiste, puisque Viad, et vous rappelez utilement d'ailleurs que le roi Mohamed VI avait avait décrété une campagne de régularisation massive dans les années 2000, donc Viad, le personnage, va en bénéficier, il trouve même une fiancée, il trouve un travail et il décide de s'ancrer, de s'installer définitivement au Maroc. Et en fait, quand on regarde un petit peu aussi... On faire le voyage vers le renonce à l'immigration clandestine. Voilà, il reste au Maroc, oui. Je suis contre cette immigration clandestine, même si plein de personnes qui ont été victimes de la mafia, qui les a transportés jusqu'à Tanger et les a abandonnés. Oui, d'ailleurs, le livre se termine par ces quelques lignes. Il y a un passeur qui lui propose de lui trouver le moyen de filer, d'aller vers l'Europe, et il lui dit, ce sont les derniers mots du livre, « Tu te trompes de mec ». Voilà, ça s'arrête là. Donc, voilà. Donc, effectivement, le livre s'achève sur cette note positive, et je trouve aussi que la figure de Samia, malgré son destin tragique, est extrêmement porteuse d'espoir parce qu'elle incarne une jeunesse ouverte, une jeunesse désireuse de s'émanciper à un moment, là encore, charnière de l'histoire du Maroc, puisque c'est le moment où le roi Mohamed VI arrive effectivement au pouvoir. Donc la conjonction de ces deux facteurs fait que le livre n'est pas, si vous le permettez, si sombre que ça. Il y a quand même ces points de lumière. Oui, bien sûr, heureusement, parce qu'il y a la vie. Il y a la vie, même si elle est interrompue pour Samia, mais il y a l'espoir que la littérature peut peut-être changer quelque chose. Moi, je ne pense pas qu'un livre, quelle que soit sa qualité ou son importance, puisse changer une société. Mais un ensemble de livres, un ensemble d'actes culturels, le cinéma, le théâtre, la musique, la littérature bien sûr, ça, quand on leur donne la liberté d'exister, de s'exprimer, peuvent changer une société. Regardez aujourd'hui en France, nous vivons sans culture, nous vivons sans théâtre, sans cinéma, sans concert de musique, sans opéra, sans rien, etc. Eh bien, il y a une passion de la société qui se traduit par une grande violence. Et cette violence, elle est parfois contenue, parfois elle s'exprime dans ces bandes rivales des banlieues, de ces jeunes qui se mettent à se battre jusqu'à la mort. Parce qu'il y a toujours eu des bandes qui se bagarrent, mais jamais avec des armes, mais jamais pour assassiner et massacrer des jeunes. Je le mets sur le dos vraiment de l'absence de la culture, l'absence du sport, par exemple, qui ferait que ces jeunes-là seraient beaucoup plus et vont dépenser leur énergie dans le sport au lieu de la dépenser dans la bagarre et dans l'assassinat horrible d'innocents. Tahar Benjeloun, merci infiniment de nous avoir accordé ce moment. Cette émission s'achève. Merci de l'avoir suivi. À vous, c'est un plaisir de discuter avec vous et d'essayer un peu d'expliquer ce que j'ai voulu faire avec ce livre, le miel et l'amertume, où paraît-il il y a plus d'amertume que de miel, mais j'espère que finalement chacun va trouver son miel dans ce roman. Merci beaucoup. Merci. Cette émission s'achève. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivie. Vous pourrez la revoir, ainsi que les précédentes éditions d'Histoire d'œuvre, sur la chaîne YouTube de Racines de Ciel. Le livre de Tahar Benjeloun, Le miel et l'amertume, est disponible chez notre partenaire, la librairie La Marge à Ajaccio. Prochain rendez-vous d'Histoire d'œuvre le 25 mars. Michel Peretti recevra Jean Rouault pour son livre intitulé La constellation Rimbaud, paru aux éditions Grasset. Merci à Nicolas, notre précieux régisseur. Merci, enfin, évidemment, à Michel Leca d'avoir permis cette rencontre. Bonne soirée à toutes et à tous, et à bientôt.
qu'il voudra. Une autre vie, je m'immerge jusqu'aux dents. Serre donc ma main, tout lâché pour l'écrivain. Les pages se tournent, j'arrive au bout du chemin, mais j'y suis trop bien. Dans mon bouquin, j'attendrai la fin du monde. Dans ces feuillets, mon mirador. Dans ces feuillets, mon mirador. Oui, Racines de ciel, j'ai lu évidemment chaque année. Les plus grands auteurs sont invités là-bas. Lire au goulot la vodka des doux sommeils. Le monde réel ne sied guère au plus grand rêve. J'oublie le reste, abandonne-moi sur la route. Que l'écrivain me rattrape sur le chemin. L'ouvrage est long, l'oiseau y plonge en piqué. Moi sur ses ailes. Dans mon bouquin, j'attendrai la fin du monde. Dans ces feuillets, mon mirador. Dans ces feuillets, mon mirador. Lire au boulot la vodka des doux sommeils. Le monde réel ne sied guère au plus grand rêve. J'oublie le reste, abandonne-moi sur la route. Que l'écrivain me rattrape sur le chemin.